Hello tout le monde. Alors, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je suis en train de vérifier que c'est bon. Alors, normalement, vous avez un chat pour pouvoir vous connecter, écrire vos questions, communiquer avec moi. Super. Hello. Super. Alors, on attend encore 1 ou 2 minutes pour que les dernières personnes puissent se connecter. Bonjour tout le monde. C'est chouette de vous voir. Je suis un petit peu sombre parce que je suis dans le bureau de mon père, il n'y a pas une grande lumière. Donc cette fois-ci, je ne fais pas la même bêtise que la dernière fois. J'enregistre le live pour pouvoir ensuite le partager. Ok, donc tout le monde a vu que normalement vous aviez accès à la fenêtre pour la conversation. Super. Bon, après, je pense que sur les 100 personnes inscrites, il va peut-être pas y avoir tout le monde parce que vu que j'avais dit qu'il pouvait être en replay, peut-être qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se connecter. En tout cas, on va quand même commencer tranquillement. Donc cet espace, je l'ai ouvert pour pouvoir répondre à vos questions, parler des pratiques chamaniques, du chamanisme, parce que souvent, on pose des questions sur les réseaux sociaux, etc., par rapport aux pratiques au tambour, aux animaux totems ou à plein de toutes ces choses-là. Donc là, l'idée, c'était d'ouvrir un espace d'échange par rapport à tout ça. Moi, je voulais juste introduire le sujet en donnant un petit peu ma vision du chamanisme, parce qu'il y a plein de chamanismes qui existent partout dans le monde. Le chamanisme, c'est quand même une des pratiques les plus anciennes qui sont, qui sont interconnectées de par le monde, mais où chaque pratique est assez particulière et différente en fonction des pays, en fonction des traditions. Et à la base, un chaman, c'est vraiment quelqu'un qui a été désigné, qui a été choisi, que ce soit par son village, par sa famille ou par les dieux, pour assurer le rôle du guérisseur, du sage, du conseiller dans les tribus. Et ce qu'on a vu apparaître, nous, de par le monde, c'est une forme de néo-chamanisme, c'est-à-dire que les personnes se sont inspirées des rituels et des outils et des pratiques qui sont existantes dans ces tribus pour pouvoir s'en servir dans notre monde occidental et pour pouvoir nous accompagner dans les guérisons, les prises de conscience, etc. Bonsoir aux derniers qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de praticiens chamaniques. Donc moi, c'est ce que j'utilise comme terme. Je ne me dis pas du tout chaman parce que j'ai un grand respect pour les vrais chamans qui, qui sont dédiés entièrement toute leur vie à l'accompagnement des autres et qui traversent parfois des rites initiatiques vraiment très intenses. Donc moi, je ne me prétends pas chamane, je suis praticienne chamanique. J'ai été formée aux pratiques au tambour pour pouvoir voyager pour moi, pour les autres, pour faire des soins, pour faire des guidances, etc. Euh, et ensuite, le chamanisme, ça se déploie à travers plein de choses. Donc, je ne sais pas si certains ont un petit peu lu mon e-book. Je sais que oui, parce que je vois passer des noms et je sais qu'il y en a qui l'ont lu. Mais vous avez certainement vu que au-delà de juste les pratiques au tambour, il y a plein de choses. Il y a des rites, il y a les quêtes de vision, il y a les huttes de sudation, il y a les cérémonies avec les plantes, les cérémonies avec les instruments, le chant, la danse. Tout peut être relié en fait à des pratiques chamaniques et à un mode de vie assez connecté. Donc ce serait difficile de vouloir tout ranger dans les cases et tout vouloir définir parce que c'est pas trop possible, encore moins en 1 heure.
Donc voilà, l'idée c'est aujourd'hui, donc là j'ai le chat qui est juste à côté de l'écran, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Aucune question n'est bête. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais en tout cas moi je vais les voir passer et puis je vais pouvoir voilà, vous donner un petit peu des éclairages sur s'il y a des sujets qui sont importants pour vous. Donc n'hésitez pas à les noter et je répondrai au fur et à mesure. Très souvent, les questions, ça tourne autour des pratiques au tambour, les animaux totems, comment on voyage, etc. C'est vrai que c'est pas toujours évident au premier abord parce que c'est assez mystérieux, la pratique chamanique, et on n'a pas tous les mêmes façons de se connecter, de développer nos perceptions. Donc, on rentre tous par des biais un petit peu différents dans ce monde-là. Alors, comment rencontrer son animal totem au travers du chamanisme? Alors, en général, l'animal totem, il se présente et on le rencontre quand on fait un voyage au tambour. Ça, c'est la méthode un petit peu la plus classique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir cette intention de partir du monde du milieu pour aller dans le monde d'en bas, pour rencontrer cet allié qui, en général, est un allié qui nous correspond pendant un cycle de vie et qui peut être amené à évoluer. Mais en général, on a un allié principal qui nous accompagne pendant tout un temps donné. Il peut se présenter sous forme de vision, sous forme de ressenti, sous forme de message. Après, il y a aussi des personnes qui parfois ont des intuitions, où ils peuvent se présenter dans vos méditations, dans des visualisations. On n'est pas obligé de faire quelque chose avec le tambour absolument. Un animal totem, c'est un esprit, c'est un allié qui est incarné sous la forme d'un symbole animal qui se rattache à des spécificités, à des énergies, à des caractéristiques, des qualités, des problématiques. Et en général, si c'est celui-là qui se présente, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose aussi à comprendre derrière. Donc voilà, en général, on va plutôt faire ça à l'aide du tambour, mais il y a aussi d'autres façons de le découvrir. Après, vous pouvez aussi, si vous avez vraiment de la difficulté à le rencontrer, parce que vous avez un esprit qui est très fort, qui prend un petit peu le dessus, vous pouvez demander à des personnes, à des praticiens comme moi ou d'autres personnes qui peuvent se connecter à vous et vous dire. Mais moi, je suis toujours partisane quand même de l'autonomie. Pour pouvoir essayer de s'y connecter un petit peu par vous-même, c'est toujours plus intéressant et plus puissant que si vous demandez tout le temps à quelqu'un d'extérieur d'avoir des indications par rapport à tout ça. Alors, donc de quelle manière? Donc ça, j'ai répondu. Par quoi démarrer dans les pratiques chamaniques? Alors ça, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est un peu compliqué parce que pour moi, le chamanisme, c'est comme, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Il y a, ouais, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation qu'il faut faire pour faire du chamanisme. Le chamanisme, c'est une voie sacrée et c'est vraiment... c'est un mode de vie. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à dire il faut que vous commenciez par ça parce que ça peut se manifester de plein de façons différentes. Moi, j'avais commencé à faire un cercle au tambour pour trouver mon allié à moi. Et puis, j'ai eu envie d'aller plus loin, de me former en pratique au tambour, mais j'ai aussi eu des expériences chamaniques très profondes à travers le chant, à travers la danse, à travers certains ouvrages, certaines lectures, à travers la musique, euh, à travers la connexion aux plantes. Enfin, en fait, on peut se connecter à cette vision chamanique à travers plein de choses. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, votre élan, demandez à l'univers de vous envoyer les bons praticiens, les bonnes expériences pour que ça puisse se passer de la façon la plus alignée pour vous. Après, c'est sûr que voilà, moi, je vais commencer à faire des stages pour apprendre à un petit peu plus voyager avec le tambour. Cet été, si tout va bien, je fais une formation aussi où je vais faire du breathwork, des voyages, la danse, du chant, etc.
Mais il n'y a pas de juste voie, il n'y a pas vraiment quelque chose où il faut qu'on commence par ça. Donc, c'est vraiment à vous en fait de vous écouter et de sentir ce qui est le plus juste pour vous. Alors, comment travailler avec son animal totem? L'animal totem, c'est celui qui nous donne de la force, de la sagesse, qui peut nous faire passer des messages. Donc en général, quand on l'a identifié, moi j'invite toujours les personnes à essayer de le rencontrer en méditation, à l'appeler quand vous sentez que vous en avez besoin, de simplement se connecter à son énergie, en fait, de sentir qu'il est là, pour pouvoir ensuite se relier à lui et avoir les messages dont vous avez besoin. Sachant qu'on n'a pas tous les mêmes façons de se connecter, c'est-à-dire que c'est ce que j'explique souvent dans les voyages. C'est à travers différents canaux que vous êtes capable d'avoir des perceptions. Donc, il y a des personnes qui sont très visuelles, qui vont voir des choses dans les voyages, d'autres pas du tout. Ça peut se traduire à travers des sensations dans le corps, ça peut être, vous pouvez entendre des choses, avoir des ressentis kinesthésiques, comme une intuition sans que vous puissiez l'expliquer. Donc ça, c'est important de l'intégrer parce que très souvent, j'ai un quart des gens qui passent à côté de leur expérience parce qu'ils s'acharnent à vouloir voir absolument. Et en fait, on n'a pas tous le canal de la vision qui est ouvert en priorité. Donc, c'est important aussi d'intégrer ça. Est-il vrai qu'on peut avoir plusieurs animaux totems? Oui, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a un animal de pouvoir qui nous accompagne pendant tout un cycle en général de vie, qui peut ensuite évoluer. Mais après, on peut avoir d'autres animaux par rapport à d'autres thématiques. Moi, c'est ce que j'ai appris et ce que j'enseigne dans les formations de pratique au tambour, c'est-à-dire que j'ai un animal central qui m'accompagne au quotidien, mais j'en ai un avec lequel je travaille pour faire passer les âmes, pour les extractions d'entités, pour travailler sur le rêve. Donc en fait, on peut avoir plein d'animaux symboliques qui nous accompagnent pour différentes problématiques. Et c'est assez rigolo parce qu'après, on se retrouve un peu avec une espèce de ménagerie, on en a plein. Mais oui, c'est complètement possible. Qu'est-ce que le chamanisme t'a apporté? C'est une bonne question, ça. Moi, ça m'a vraiment apporté une vision plus alignée de la vie, c'est-à-dire que ça m'a reconnecté au fait qu'on n'était pas seul, qu'on était capable d'avoir des messages par nous-mêmes, qu'on n'avait pas besoin de demander toujours à l'extérieur. Ça m'a reconnecté au sacré dans tout, donc le respect de moi-même, le respect des autres, le respect de la vie, de la nature, du monde. Ça m'a permis de déployer beaucoup plus mes intuitions, mes perceptions, d'arriver à me laisser guider vers les bonnes expériences, de rencontrer les bonnes personnes, de développer la confiance en moi. Ça a été, en fait, toutes les expériences que j'ai traversées ces dernières années en lien avec le chamanisme, ça permet à chaque fois de se reconnecter un petit peu plus à qui on est, de comprendre qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui bloque le fait qu'on ne peut pas se connecter à la joie et à la paix à laquelle on aspire tant pour pouvoir mettre le doigt dessus et ensuite s'y atteler. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important et que je trouve particulièrement bien dans cette vision chamanique, c'est qu'on va mettre le doigt sur des choses, mais après, l'idée, c'est de plonger dedans et de vraiment descendre et de l'incarner. Donc, on ne va pas juste se dire « Ah, bah oui, j'ai eu telle vie passée, du coup, c'est compliqué pour moi. » On va ensuite vouloir s'y atteler et faire ce qu'il faut pour aller nettoyer les mémoires et essayer de comprendre et se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin. C'est pour ça aussi que moi, ça me parle beaucoup le chamanisme, parce qu'il y a un côté concret, ancré dans la matière et dans la réalité.
Oui, c'est ça, voilà. Barbara qui dit, j'ai pas forcément de vision, mais plutôt des sensations et surtout la sensation que je sais ce que je vois sans réellement le voir. Bah, c'est ça, c'est que tu es kinesthésique et beaucoup plus qu'au niveau de la vision et c'est complètement possible. Et très souvent, on se connecte à un canal et après il y en a d'autres qui s'ouvrent. Moi, la première fois, j'ai entendu, j'ai eu des ressentis et une fois que j'avais accepté que j'avais pas besoin de forcer ou quoi que ce soit, j'ai ma vision qui s'est développée. Mais voilà, c'est chacun après a sa façon de ressentir. On n'est pas tous pareils, c'est ça qui rend l'humanité intéressante. Euh, Comment communiquer avec ses guides avec une pratique au tambour? Euh, Bah, si on est formé, on part de son point de départ et puis on descend dans le monde du bas. On demande à rencontrer, moi c'est ce que je fais, je descends, je demande à rencontrer mon allié principal et je lui demande bah, qu'il me montre ce que j'ai besoin de voir, que je comprenne des messages. Et puis à ce moment-là, je récupère des infos. Et ça, vous pouvez le faire aussi en méditation. En soi, vous pouvez faire plutôt une visualisation où vous montez pour aller demander à vos guides. Bon, moi, j'évite d'aller en haut parce qu'en haut, c'est plus difficile pour moi de récupérer des informations concrètes qu'en bas quand on descend. Mais il y a plein de façons de le faire, en fait. Juste de vraiment se connecter, de faire le vide à l'intérieur de soi, d'essayer d'apaiser un petit peu les pensées, les émotions. Et puis de laisser venir, en fait, ce qui vient, ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Tu parlais d'une formation au tambour. Lesquelles conseilles-tu? C'est pas compliqué pour les formations de pratique au tambour. Il y en a une qui est connue et que j'ai fait, c'est la FSS, mais il y a tellement de monde maintenant qui veulent se former qu'il y a énormément d'attentes et puis il y a des créneaux voilà, qui sont définis. C'est pour ça que moi j'ai choisi de commencer à faire des stages de base aussi pour les personnes qui ont envie euh, d'expérimenter tout ça. Donc, on va apprendre à voyager pour soi, voyager pour quelqu'un, la divination, aller dans le monde d'en haut, euh, faire un oracle pour le groupe. Voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et le seul prérequis, c'est que vous ayez déjà fait quelques voyages, que vous soyez à l'aise, parce que là, l'idée, c'est qu'on aille plus loin. Donc, si vous êtes encore un petit peu en difficulté pour arriver à voyager, il faudrait encore un petit peu pratiquer, parce que là, c'est vraiment une formation où on va un petit peu plus loin. Est-ce que les animaux totems peuvent se présenter au travers de rêves récurrents? Oui, oui, le rêve, c'est aussi une façon de voyager. Quand on rêve, notre corps physique est endormi, mais notre corps mental euh, est en balade. Donc, on peut complètement avoir des prises de conscience, recevoir des messages. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de garder un carnet de notes à côté de soi pour pouvoir noter s'il y a des choses qui émergent. Mais oui, oui, c'est complètement possible que les animaux se présentent dans les rêves. Ah, la question. Est-ce que tu conseilles de faire une cérémonie avec l'ayahuasca? Si oui, où et comment? Je suis tentée, mais j'ai peur de faire une espèce de bad trip et de découvrir quelque chose de sombre. C'est une très bonne question. Alors, il faudrait que je fasse une conférence entière sur l'ayahuasca parce que c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, pour répondre aux questions, est-ce que je conseille de faire? Non, je ne conseille pas. En fait, chacun est vraiment... chacun doit sentir si c'est juste pour lui ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui... Il y a des personnes déjà qui sont quasi pas sensibles à la plante. Il y en a qui sont super sensibles aux plantes et pour qui ce sera difficile. Et il y en a d'autres qui sont capables de le faire. Ensuite, on sent l'appel quand on sent que c'est le moment, ce qui a été mon cas il y a 1 an et demi. Mais après, j'aimerais casser ce mythe du fait que de prendre de l'ayahuasca, c'est un espèce d'hyper réveil spirituel qui va nous connecter à la source et qui va régler tous nos problèmes, hein, parce que c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu l'élan de faire ça pour aller nettoyer des mémoires, des blessures, des peurs. Moi, je voulais vraiment me libérer de mécanismes psychosomatiques qui se manifestaient par rapport à la peur, à l'insécurité. Donc, je me suis mis à un challenge d'aller faire ça pour me confronter à mes peurs,
me confronter à ce qui était dur pour moi pour pouvoir le dépasser, le traverser. Et ça a été incroyable parce que je l'ai traversé et que ça a été très dur, mais que j'en suis ressortie avec énormément de force et de sagesse. Après, pour la question du bad trip, si c'est encadré comme il faut avec les chamans, avec les chants, dans un cadre correct, respectueux, en Amérique du Sud, parce qu'il y a des gens qui font des cérémonies en dehors de la terre, de la plante, je ne suis pas trop pour. En tout cas, pas pour une première fois. Tout ça, il n'y a aucun problème. Les bad trips ou les problèmes, c'est quand les gens font les cérémonies n'importe comment. Donc, où et comment, ça c'est pareil. Je vous invite à vous renseigner, à suivre votre intuition et les personnes qui ont eu des bonnes expériences. Moi, je ne parle pas du centre où je suis allée parce que le fonctionnement a changé. Donc, je ne suis pas capable de donner un avis sur le nouveau fonctionnement. Et ensuite, moi, je devais partir en Équateur en mars à la base pour emmener un groupe, pour qu'on aille travailler avec les plantes. Mais la retraite a été décalée et donc, on la décale à l'année prochaine. Voilà. Et il y aura certainement des places parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient plus venir. Mais moi, je fais quand même une sélection en amont. Je ne prends pas n'importe qui. Il faut que ce soit des gens qui ont déjà travaillé sur eux, qui ont déjà fait un minimum de prise, de thérapie, pas forcément de la thérapie classique, mais disons que si vous débarquez dans une retraite avec les plantes et que vous n'avez fait aucun travail sur vous en amont, ça va être la tornade et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Et c'est là, en général, qu'il y a les retours à la réalité qui sont durs. Parce que ça fait un tel contre-coup sur le plan de la dualité, du réel, de toutes nos croyances, de toutes nos perceptions, que les personnes, quand elles reviennent à la vie normale, ça leur fait un gros choc. Donc c'est pour ça que c'est important de déjà avoir un peu nettoyé les couches de l'oignon un petit peu avant pour que tout se passe bien. Après, oui, je ne vais pas vous mentir, les cérémonies, c'est pas Disneyland, c'est dur, on va se confronter à ce qui est dur pour nous, ça nous purifie sur tous les plans, c'est pour ça qu'on peut être malade, ce qui en soi n'est pas la fin du monde, hein. Moi, je n'ai pas été tant malade que ça sur les 4 cérémonies, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui demande du courage et de l'engagement, mais si le moment est bon, que le cadre est bon, que l'intention est bonne, c'est quelque chose de merveilleux. Après, chacun doit sentir si c'est juste pour soi. Et il n'y a absolument pas besoin de passer par les plantes pour devenir un très grand praticien chamanique, être aligné, avoir des grandes perceptions, avoir une bonne intuition, être centré dans son cœur, parce que le cœur, ça fait quand même pour moi partie de la plus grande forme d'éveil. Donc, on n'est absolument pas obligé d'aller prendre des plantes pour faire ça. Je me suis un peu attardée sur la question, mais c'était important de poser tout ça. S'il ne se présente pas, est-ce que c'est pas notre imagination si justement nous avons un esprit fort? Ça aussi, c'est une question que j'ai souvent dans les voyages pour les animaux. En fait, à chaque fois, ce que je dis dans les cercles, c'est que s'il y a un animal qui s'est présenté à vous à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est celui-là qui s'est présenté? Oui, peut-être que c'est votre esprit qui l'a manifesté dans votre conscience, mais pourquoi un loup, par exemple, et pas un autre animal? C'est forcément qu'il y a une source derrière ça. Donc, à trop vouloir questionner les choses, en fait, on bloque notre créativité, on bloque notre intuition et on bloque notre canal. Et c'est ce que je dis à beaucoup de gens qui cheminent autour de moi. Je leur dis, j'ai pas plus de perception que vous, c'est juste que moi, je ne remets rien en cause. Je cherche pas à comprendre de façon rationnelle. Je fais confiance, j'ai la foi et je reste complètement ouverte à ce qui peut venir. Et ça, c'est une des qualités majeures pour pouvoir développer son canal, parce que si on a tendance à toujours tout remettre en question, c'est très difficile. Et c'est vrai que l'esprit, il aime bien comprendre, il aime bien décortiquer, il aime bien savoir d'où viennent les choses. Mais juste, voilà, demandez-vous si à un moment donné, vous avez une intuition et qu'il y a un truc qui vous vient à l'esprit, même si vous avez l'impression que c'est lié à parce que vous avez pensé à quelque chose ou que c'est vous qui avez envie que ce soit cette symbolique, peu importe, si ça se manifeste, c'est que ça doit se manifester et que c'est juste. Donc, en tout cas, moi, c'est ma croyance. Donc,
Donc, comment on rencontre son animal totem? J'ai répondu. J'ai rêvé du serpent et cela correspond à mon chemin de transformation et de guérison. Est-ce mon animal totem? Pour vraiment s'assurer que c'est votre animal, il faut demander. Donc, quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez essayer de faire une méditation ou un voyage et de demander confirmation. Et parfois, on a des ressentis. Moi, j'ai des personnes souvent dans les cercles qui me disent j'ai demandé et on s'est fait un gros câlin. Et puis là, elle se met à pleurer ou elle est très émue. Et en général, c'est que là, il y a quelque chose. Donc voilà, il faut juste demander en fait. Y a-t-il une formation pour devenir chaman ou c'est plutôt un appel qui amène les ressources? Ça, j'ai un petit peu répondu aussi au début. C'est un chemin pour moi de devenir praticien chamanique déjà, pas chaman. Et c'est un chemin individuel en fonction de ce qui se présente, en fonction de ce qui est juste pour vous. À aucun moment, moi, je dirais qu'il y a une formation qui permettra d'être praticien chamanique. Et, et je crois aussi que l'humilité, c'est une des premières qualités, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en apprentissage, on apprend tout le temps. Et c'est un chemin de toute une vie pour, euh, pour pouvoir rester centré et aligné dans l'équilibre. Donc, notre animal totem peut-il changer au cours de notre vie? Ça, j'ai répondu. Je voulais savoir si tu as des outils pour réussir à rester conscient durant les voyages au tambour. Parfois, de voyager assis, ça peut aider parce qu'il y a des gens, quand ils sont allongés, ils partent trop loin et du coup, leur mental n'arrive pas à récupérer les informations. Il y en a aussi qui s'endorment ou qui font des blackouts. Ça, c'est qu'il y a une part de votre conscience qui n'est pas prête en fait à recevoir les messages. Donc parfois, il faut accepter que ce n'est pas encore le moment. Mais parfois, d'être assis ou de ne pas avoir le bandeau ou de faire un peu des allers-retours, ça peut aider. C'est très individualisé. Je n'ai pas trop de conseils là-dessus. Il faut vraiment essayer de sentir et de voir ce qui est plus approprié pour soi. La lithothérapie entre-t-elle dans le chamanisme comme soutien énergétique? Oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon e-book. Je parle de lithothérapie, je parle d'astrologie, des plantes, parce qu'en fait, ma vision chamanique, c'est une reconnexion au sacré, c'est une reconnexion à la nature. Donc, pour moi, c'est complètement logique qu'on intègre les pierres, les astres, les plantes, les animaux. En fait, on intègre tout. Tout est une vision de c'est une forme de remettre de la cohésion du sens, quelque chose d'unifié à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Peut-on écouter des audios de voyage au tambour pour essayer de rencontrer notre animal? Ah voilà, ça c'est une bonne question que j'ai eue la semaine dernière aussi. Je ne suis pas trop partisane de faire un vrai voyage chamanique tout seul pour la première fois. C'est-à-dire que on ouvre quand même un espace énergétique qui est important. Donc tout dépend de la durée, mais moi je ne recommande pas de faire un voyage tout seul pendant je ne sais pas combien de temps. Une méditation au tambour, comme j'ai mis dans le e-book, c'est OK parce que j'accompagne, je guide, on est encore à moitié conscient. Le tambour où je ne parle pas, ça dure 5 minutes, donc ça c'est OK. Mais faire un vrai voyage, par exemple de 15-20 minutes, où on décide de descendre d'en bas, de partir loin, etc., complètement avec le tambour, qu'on ne sait pas faire de protection, de se mettre dans une bulle de lumière, de protéger l'espace dans lequel on est, chose que je fais quand j'accompagne un cercle, parce que les personnes qui viennent ne sont pas encore en mesure de le faire pour eux. Moi, je déconseille parce que déjà, quand j'accompagne un groupe, il se peut qu'il y ait des personnes parfois qui n'entendent pas le rappel. À la fin du voyage, je fais un rappel pour dire à la conscience des personnes de remonter. Donc ça se fait tout seul automatiquement. Et parfois, il y en a, ils sont tellement bien dans leur voyage qu'ils n'entendent pas le rappel. Donc moi, je m'assure que tout le monde soit bien revenu. Parfois, j'en capte un qui est encore en train de gambader quelque part. Et puis, je lui fais le rappel. En général, enfin, j'ai jamais eu aucun problème. Tout le monde est revenu. Voilà. Mais sur des voyages plus longs, ça peut arriver qu'il y ait des âmes qui se fassent un peu la malle. Donc après, il faut aller les chercher en un recouvrement d'âme. Et même si vous faites un voyage de voilà, 12-15 minutes tout seul et que vous avez tendance à sortir de votre corps, vous barrer, que vous êtes dans une période où vous n'avez pas trop envie d'être incarné ici et maintenant, personnellement, je ne le recommande pas spécialement.
Après, quand on est habitué, quand vous avez déjà fait des voyages, que vous sentez que c'est facile pour vous de descendre, de remonter, etc., il n'y a aucun problème. Mais pour les premières fois, moi, je ne le conseille pas. Où est-ce que j'en suis? Ah oui. Qu'est-ce que la hutte de sudation, son intérêt et ses risques? Alors, ces risques, il n'y en a pas vraiment, à part si on est claustrophobe, qu'on a des gros problèmes cardiaques, etc. Mais sinon, il n'y a pas de risque. Et l'idée, c'est de rentrer, soit nu, soit en maillot de bain, dans une espèce de hutte. Donc, soit c'est des huttes qui sont faites avec des morceaux de bois et des peaux, des tissus par-dessus. Soit c'est des témascales, donc c'est sous terre, c'est ce que j'ai fait au Pérou. Et en fait, on rentre tous là-dedans. Il y a un chaman en général qui nous accompagne avec le tambour, etc. Et on fait rentrer des pierres chaudes pour rappeler les 4 directions en lien avec les 4 phases de la vie, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc ça peut durer entre 2 et 4 heures. Et après, chaque thématique de hutte peut être différente. Moi, celle qu'on a fait au Pérou, c'était on a revécu tout notre processus d'incarnation de notre naissance à notre mort et ça a été très très puissant. Donc ça permet de se purifier, de se nettoyer sur tous les plans, le plan physique, on transpire, on peut faire sortir des émotions, on peut transmuter certaines pensées, des croyances, etc. Donc c'est très puissant. Moi, je vous conseille vraiment, si vous pouvez en faire. Déjà, rien que le sauna en temps normal, c'est très très bon pour la santé. Donc, c'est pas étonnant que les huiles de sudation, ce soit aussi des choses, des pratiques intéressantes. Il y a de plus en plus de personnes qui en font en France. Après, que ce soit pour les huttes ou que ce soit pour tout le reste, moi, ce que je vous dis, c'est s'il vous plaît, faites-vous confiance pour les praticiens parce que comme dans tout, il y a des bons et des moins bienveillants. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser les termes bons ou mauvais, mais il y a des gens qui sont bienveillants, qui sont centrés, qui sont alignés, qui sont connectés à leur cœur. Et il y a des personnes qui sont moins connectées à leur cœur et moins dans la bienveillance. Et c'est important que vous fassiez n'importe quelle pratique, n'importe quel rituel avec quelqu'un où vous vous sentez en confiance. Donc déjà, le premier contact avec le praticien, si vous sentez qu'il y a un inconfort à l'intérieur de vous, c'est que ce n'est pas le bon et changez. Euh, si vous sentez que c'est OK, allez-y. Si vous tentez parce que vous ne savez pas trop et qu'après la première expérience, ça s'est mal passé, ne revenez pas. Et puis, si pendant l'expérience, vous ressentez aussi un malaise, autorisez-vous de stopper et de partir. De partir d'un soin, de partir d'un rituel. Voilà, écoutez-vous, c'est important. Parce que dans le domaine du spirituel, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se développer à travers les autres, comme nous tous, hein, on a tous des égos. Et c'est important de poser ses limites, de s'écouter et de pas accepter l'emprise ou la prise de pouvoir. C'est très, très important ça. Mais il y a des gens très bien qui en font. Si vous regardez sur Internet ou que vous demandez par bouche à oreille, etc., il y a de plus en plus de gens qui le font. Le mieux, c'est vraiment les personnes qui font ça dans la nature, qui ont des espaces vers chez eux pour faire les huttes avec les vrais rituels. Et ça peut être très intéressant. C'est quoi la différence entre chaman et druide? C'est un petit peu la même chose. En fait, un chaman, euh, c'est un être qui se connecte au monde subtil à travers différents procédés. Et en fait, le chaman, il s'est déployé dans le monde entier. Donc en Europe, on a eu les druides. En Asie, il y a des guérisseurs. Il y a des, il y a des guérisseurs. En Amérique du Sud, il y a les curanderos. Enfin, chaque pays en fait a ses chamans, a son terme chamanique qui en fait euh, oui, qui en fait incarne cet être humain qui a la capacité de se connecter avec les mondes subtils, de communiquer avec les différents mondes, avec le monde du rêve, pour pouvoir accompagner la guérison, récupérer des informations. Mais voilà, les druides, en fait, c'est un peu des chamans. C'est complètement des chamans qui ont, eux, leurs racines dans quelque chose de plus européen. Voilà. Notamment avec
la Bretagne, la Grande-Bretagne, etc. Parce que c'était là-bas le berceau en fait de tout ce qui était druidisme, etc. Est-ce qu'on peut en dire plus sur l'animal totem de naissance? C'est pas vraiment un animal totem de naissance. Il y a la roue astrologique amérindienne en fait, ou dans d'autres traditions, mais tout ça c'est vraiment des questions symboliques. C'est-à-dire que plus vous allez cheminer dans le monde spirituel et plus vous allez vous relier à plein de symboles. Donc vous avez l'astrologie classique, l'astrologie amérindienne, la numérologie. euh, les guides que vous avez, vos animaux totems, etc. Ça, c'est plein de symboles que vous allez récupérer pour que ça entre en résonance avec vous, pour voir comment est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça vous dit de vous, comment est-ce que vous vous percevez par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est très, très intéressant, mais c'est vraiment pour nous donner une forme de grille de lecture et nous informer sur des, des problématiques qu'on pourrait avoir, des forces, des qualités, etc. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, c'est important en fait de, encore une fois, l'incarner. Parce que ça peut être un petit peu le piège de faire du tourisme spirituel, c'est-à-dire j'ai envie de connaître tous mes animaux totems, mon animal de naissance, j'ai envie de connaître toutes mes vies passées, tous mes blocages dans ma lignée transgénérationnelle, mon astrologie amérindienne, ma numérologie, etc. Donc c'est hyper passionnant. Moi, la première, je me suis plongée dedans à fond quand j'ai commencé. Mais c'est important ensuite de vraiment avoir conscience que tout ça, c'est pas quelque chose qui va nous définir et qui doit nous empêcher d'incarner en fait toutes ces choses sur lesquelles on met le doigt. Une fois qu'on a récupéré tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ok, qu'est-ce que j'utilise comme outil, comme soutien pour concrètement mettre des choses en place? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait goûter au confort à l'intérieur de moi, à l'apaisement? Qu'est-ce qui est inconfortable pour moi? Qu'est-ce qui fait partie de mes élans et qu'est-ce qui fait partie de mes obligations? C'est tout ça ensuite qui est vraiment important. C'est d'incarner toutes ces facettes de nous dans notre humanité et c'est de ne pas les laisser simplement dans le plan psychique parce que c'est à ce moment-là qu'on va se heurter en fait avec des difficultés pour avancer. Donc l'animal de naissance, c'est juste une roue astrologique amérindienne qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires sur tout ça. C'est bien parce que ça m'a permis de faire passer aussi ça. Pour toi, l'éveil de Kundalini, une rencontre flamme jumelle, des sauts quantiques et des trans durant des voyages au tambour sont-ils des signes de l'univers qui mènent à la voie du chamanisme? Alors là, il y a beaucoup de choses. L'éveil de la Kundalini, c'est quelque chose qui peut se manifester à travers plein de pratiques. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'on est guidé vers le chamanisme, c'est juste qu'on a notre fréquence qui augmente et il y a la force de vie qui a envie de se réveiller à l'intérieur de nous et qui peut nous aider à ascensionner. Donc ça peut se manifester de plein de façons différentes. La flamme jumelle, c'est un sujet un peu controversé qui absolument pour moi aucun lien avec le chamanisme et qui a tendance à être un petit peu romancé et idéalisé ces dernières années. Les sauts quantiques, ça ne me parle pas trop. J'ai un peu un côté... je suis un peu allergique à tous les termes scientifiques, du coup ça je ne saurais pas trop te répondre. Et les trans, oui, bah, en général, les personnes qui viennent faire des voyages chamaniques, c'est sûr que si ça vous met dans un état où vous tremblez, où vous sentez qu'il y a des manifestations physiques naturelles qui émergent, c'est pas forcément, encore une fois, il faut que tu sois chaman ou il faut que tu ailles sur la voie chamanique, c'est tu es sensible au son du tambour, c'est une porte pour toi d'éveil et de connexion à toi-même et au monde subtil. Comment est-ce que tu peux t'en servir et comment est-ce que tu peux le déployer? Après, voilà, c'est pas parce que on est sensible au tambour ou que on a l'impression qu'on a eu des vies passées en lien avec l'Amérique du Sud ou que dans nos lignées on a ce genre de choses qu'on doit absolument aller vers le chamanisme. Encore une fois, c'est plein de choses qui peuvent se manifester dans notre vie pour nous aider à nous donner l'élan et l'impulsion de travailler sur nous, de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous,
de comprendre de quoi on a envie, qu'est-ce qui nous met en joie. Après, il n'y a pas d'obligation absolument de, de, de faire du chamanisme, parce qu'en soi, on est tous des chamans, enfin, on est tous connectés aux pratiques chamaniques. À partir du moment où on se met à respecter le vivant, soi, les autres, le sacré, la vie, la nature, qu'on perçoit qu'il y a une énergie dans tout ce qui nous entoure, qu'on est capable d'entendre les messages des mondes subtils, ben, on est tous connectés au chamanisme en fait. Donc, il n'y a pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément besoin de cloisonner les choses tant que ça. Dans les pratiques avec vous, est-ce qu'on fait du rapé? Je suis brésilienne et là-bas, on le fait avec les chamans. Oui, le rapé, c'est aussi quelque chose que je connais, que j'utilise. Mais encore une fois, tout ce qui est plantes, etc., bah, on ne fait pas ça en France parce que c'est illégal et que ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour faire ça. Mais oui, au Brésil et en Amérique du Sud, c'est une médecine qui est très intéressante. Ma plus belle expérience chamanique, c'est compliqué et je pense que ça se joue sur différents plans. J'en ai deux qui viennent. Mon expérience au Pérou, forcément, ça a été incroyable, même si ça a été très très dur. Et j'ai aussi une fois fait un voyage où je me suis connectée à une vie de quand j'étais enfant, orpheline, etc., qui avait perdu ses parents à Bali. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais autant attirée par ce pays, pourquoi est-ce que j'avais des problématiques en lien avec la maternité, etc. Et ça m'a tellement émue, je suis remontée du voyage en pleurant, ça a duré un quart d'heure. Et j'ai vraiment nettoyé quelque chose, je crois, à ce moment-là. Donc ça a été une des expériences de voyage au tambour qui a été très forte. Après, j'en ai tellement, tous les cercles que j'anime, les rencontres que j'ai fait avec les personnes, les voyages, les guidances. Enfin, moi, je suis devenue émerveillée de tout. Donc, c'est très difficile après pour moi de choisir ce qui est le plus beau pour moi. Peut-on avoir un tambour sans pour autant avoir appris à s'en servir ou doit-on être dans un cercle pour mieux comprendre? Alors, moi, je suis absolument pas contre que les gens se procurent des tambours. Au contraire, ça peut être très chouette d'avoir un tambour pour chanter, pour battre du tambour dans la nature, pour méditer, etc. Tant que c'est fait avec un niveau où vous vous sentez en conscience et en confiance, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, encore une fois, de toute façon, ça va être compliqué quand on ne connaît pas de battre du tambour et de partir en voyage complètement. Parce que vu qu'on bat du tambour, il y a une part de nous qui est présente, contrairement à quand on écoute du tambour. Donc, moi, je suis absolument pas contre. Au contraire, si vous avez envie de vous mettre en lien avec ça, avec cette technique avant de vouloir faire un cercle officiel, moi, j'ai aucun souci avec ça. Ça peut être très bien. Donc, où as-tu été formée? Bah, moi, comme j'ai dit au début, de toute façon, j'ai fait les formations de la FSS. Mais après, mon canal et mes perceptions, elles se sont affinées au fil de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait une retraite de danse en Thaïlande. J'ai fait une retraite pour apprendre le chant. J'ai fait du chant intuitif. Je me suis formée en yoga, où on a aussi exploré le chamanisme. Je chante des mantras, je fais des chants médecine avec des amis. J'ai fait la retraite au Pérou. Donc en fait, c'est tout ça qui a fait que maintenant j'ai créé ma propre vision du chamanisme et ma propre pratique. Donc j'ai pas de diplôme de chaman ou quoi que ce soit parce que comme je vous le disais, c'est un chemin de vie qui fait que ça va vous mener à certains espaces. La seule chose qui est très importante pour moi, c'est que j'ai jamais fait une pratique avant de m'en sentir capable, en confiance, euh, en étant capable de sécuriser l'espace pour les autres, parce que c'est ça aussi une forme d'humilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles je ne me sentais pas prête. Et, et à partir du moment où je me suis sentie prête de transmettre ça ou d'accompagner les personnes dans ces pratiques-là, je me suis lancée. C'est comme le breathwork chamanique, qui est une pratique extrêmement puissante, que j'ai commencé à faire en retraite. Et, et au fil du temps, à force de faire des pratiques avec des groupes, les choses se sont affinées. Mais voilà, il n'y avait pas de... J'ai fait plein de choses différentes. J'ai fait une retraite de breathwork chamanique à Bali.
voilà, c'est un ensemble de plein de choses en fait. Le monde, ah oui, la différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, ça aussi c'est une bonne question. En fait, donc, la vision chamanique, c'est qu'on vit dans 3 mondes différents. Donc, vous avez le monde du milieu, le monde d'en bas, le monde d'en haut. Le monde d'en bas, c'est là où il y a tous les animaux totems, les ancêtres, les esprits, les alliés, etc. C'est là où, en général, où moi, j'emmène les gens parce qu'on va à l'intérieur de soi. Donc, on est plus connecté à soi, à son inconscient, à son corps, etc. Quand on va en haut, moi, j'ai 2 problématiques principales. La première, c'est que on a déjà du mal à être enraciné, on est un peu trop éthéré, et donc quand on va en haut, ben, souvent c'est difficile de revenir, on n'a pas envie. Donc j'évite d'emmener trop les gens en haut, et puis c'est plus difficile de récupérer des informations concrètes en fait. C'est-à-dire que moi, très souvent, les fois où je suis allée en haut, c'est là où il y a les anges, les archanges, les êtres de lumière, etc. À chaque fois que je leur ai posé des questions, ils me disaient soit que ma question elle était bête et que la réponse c'était l'amour, soit enfin, voilà, c'était tout le temps ça. L'amour, tu le sais déjà, ça n'a pas d'importance. Enfin, donc en général, je vais en bas pour avoir des réponses un peu plus concrètes que ça. Ok, donc là, en bas. Aurore, tu m'as demandé c'est une formation sur combien de temps, mais du coup, je ne sais pas de quelle formation tu parles. À quel moment tu utilises la roue de médecine dans le processus de guérison? La roue de médecine, c'est une grille de lecture, encore une fois. C'est une grille symbolique qui nous permet de travailler sur nous avec les 4 directions, les 4 éléments, les 4 corps, etc. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit en fait dans la vision chamanique naturellement. C'est-à-dire que moi, c'est un peu ma référence dans, par exemple, je vais construire une retraite ou un stage ou une formation ou accompagner quelqu'un. Je vais me dire qu'il faut que ça s'incarne sur les 4 plans, qu'il faut que ce soit connecté aux 4 éléments. C'est une façon de penser, en fait, c'est une façon d'aborder la vie, une façon de cheminer dans notre existence. Et les peuples chamaniques s'en servent comme référence, en fait, pour traverser ce cycle dans lequel on est constamment. On traverse un cycle dans notre vie, on traverse un cycle dans une journée, on traverse un cycle à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous. Et c'est cette vision cyclique de la vie qui fait qu'en fait, on est continuellement en train de traverser tous ces éléments-là. C'est une vision très vulgarisée et simplifiée de la roue de médecine, mais bon, après, ce serait un peu plus technique de rentrer dans le... Comment peut-on pratiquer pour ensuite suivre ta formation? En fait, celle d'octobre que je vais faire, moi, c'est pour les gens qui auront déjà fait des cercles et qui sont déjà à l'aise. Donc, moi, je vais faire un stage, si tout va bien, en juillet à Paris. Et puis, je vais certainement refaire un ou 2 cercles à Lyon, si tout va bien, avant la retraite. Mais après, vous pouvez avoir fait un cercle avec moi ou avec d'autres personnes. Mais l'idée, c'est qu'il faut que vous soyez à l'aise avec le voyage chamanique. Parce que sinon, vu qu'on va aller plus loin, ça pourrait vous frustrer. Comment constate-t-on que notre canal intuitif est bien ouvert? Ça aussi, c'est une question que notre esprit aimerait savoir. À partir du moment où vous sentez que vous captez des messages, que vous avez des intuitions, que vous percevez des choses sur quelqu'un, sur vous, qu'il y a des synchronicités, que vous êtes capable de sentir que quelque chose va se présenter ou ce qui est juste, etc., c'est que votre canal intuitif il se développe en fait. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de classification. Enfin, c'est difficile de dire j'ai mon intuition qui est de 1 à 10, c'est-à-dire que plus on vit entièrement, complètement connecté à son canal, et plus on sait qu'il est ouvert. Moi, j'ai vu une évolution dans mes guidances que j'ai fait. Avant, il fallait que j'écoute le tambour. Maintenant, je regarde la photo de quelqu'un et j'ai toutes les informations qui viennent. Donc, j'ai pu voir qu'il y avait une évolution. Quand je suis face à quelqu'un, je capte des choses, etc. Je suis capable de savoir... là, par exemple, je suis en train de traverser quelque chose de pas évident au niveau perso. Et comme par hasard, je m'étais libérée 15 jours pile en ce moment
sans rendez-vous, etc. Et en fait, c'est parfait. C'est comme si une part de moi avait senti que là, pendant ces 15 jours, il fallait que je sois dans cet état-là. Donc voilà, c'est plein de choses en fait qui font que vous pouvez savoir si votre intuition elle est développée. Et puis ensuite, on a tous de l'intuition, mais c'est est-ce qu'on l'écoute ou pas? C'est-à-dire que vous avez tous des intuitions, vous captez tous plein de choses, mais souvent ce qui se met en travers du chemin, c'est les doutes, les peurs, les questionnements, c'est l'esprit qui a besoin de tout comprendre, de tout contrôler, et c'est lui qui va nous empêcher en fait d'être connecté à notre intuition. La différence entre le breathwork et le breathwork chamanique. Alors déjà, il y a plein de techniques différentes de respiration. Le breathwork, c'est vraiment l'idée on est allongé et on a une pratique de respiration qui nous permet de nous mettre en état de conscience modifié. Donc il y a plein de choses qui existent. Les plus connues, c'est le rebirth, la respiration holotropique et le breathwork. Le breathwork chamanique, la façon dont on le fait, les personnes qui font du breathwork chamanique, il n'y en a pas beaucoup en France. C'est que moi déjà je bats du tambour au début, j'appelle les guides, les alliés, etc. Toute la respiration se fait sur une playlist qui est basée sur le système des chakras, donc ça emmène les gens en fait dans un voyage à l'intérieur d'eux. Et ensuite, pendant la pratique, moi je passe voir les gens et je travaille énergétiquement, c'est-à-dire que je sens un petit peu ce qui se passe chez tout le monde. Il y en a, je sais qu'il faut les laisser plus parce qu'ils sont dans un voyage intérieur. Il y en a, je vais poser mes mains ou dire des choses, etc. Utiliser des instruments pour faire sortir des émotions, pour que la personne elle vive des choses. Je peux éventuellement la faire bouger. Donc en fait, c'est une forme de breathwork où moi je me mets dans ma posture de praticienne chamanique où je peux accompagner les personnes qui respirent pour les aider en fait à incarner et à vivre leur processus. C'est vraiment incroyable le breathwork. Moi, ça m'a changé la vie. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire des stages, des cercles de ça et je vais en faire de plus en plus. Il y a un week-end en octobre. J'aimerais vraiment commencer à pouvoir un peu former des gens pour qu'ils puissent aussi m'assister. Enfin voilà, c'est une pratique qui est incroyable. Moi, ça m'a reconnecté à mon corps, à ma puissance, à plein de choses. C'est vraiment très très chouette. Donc si vous avez l'occasion de tester le travail par la respiration, vraiment n'hésitez pas parce que c'est très très fort. Alors, oh purée, c'est déjà 18h55, ça passe vite. Alors là, ça j'ai répondu. Merci Wassila pour le e-book. Comment trouver nos peurs et nos blocages? Alors ça, c'est une question, vaste sujet. Je pense que le mieux, c'est de se faire accompagner et déjà d'observer quand est-ce qu'il y a un inconfort et qu'est-ce qu'on n'ose pas faire. En général, à partir du moment où il y a un manque de courage, c'est qu'il y a une peur. Et donc là, on peut ensuite travailler avec et les identifier. Alors, je regarde un petit peu pour une ou deux dernières questions parce qu'il est déjà bientôt 19h. Est-ce que les antidépresseurs peuvent bloquer le processus d'éveil et de nettoyage? Oui, je fais aucune pratique, que ce soit breathwork, voyage chamanique, rien avec les gens qui sont sous antidépresseurs. À part les petits cercles débutants où à la limite ça peut aller. Mais dès qu'on fait un travail en profondeur, les antidépresseurs, moi je n'accompagne pas les gens qui sont... parce qu'en fait, tout leur système énergétique il est brouillé, tout le système émotionnel il est altéré, et donc c'est très compliqué de travailler avec cette médicament-là. Oh là là, il y a encore plein de questions, je ne pourrais pas répondre à tout. Est-ce que je fais souvent des voyages? Est-ce que c'est pas bien d'en faire trop? Oui, bah, c'est comme tout. Il faut pas fuir la réalité à travers des voyages. Après, voilà, si on fait les choses de façon équilibrée, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Combien de temps elle dure ma formation au tambour? C'est sur 3 jours en octobre et j'en referai d'autres dans l'année. Comment ça se déroule un cercle chamanique? C'est une bonne question. En fait, en général, je demande à tout le monde un petit peu comment ils se sentent, leur météo du moment. Je leur demande de poser une intention pour les voyages qu'ils vont faire.
Et ensuite, je leur explique un petit peu voilà, le monde d'en haut, le monde d'en bas, etc. Et, et ensuite, les personnes sont allongées. Je leur fais faire une petite méditation pour qu'ils s'ancrent, qu'ils s'alignent, qu'ils se connectent à leur bulle de lumière, etc. Et après, je leur fais faire une visualisation euh, pour partir du monde du milieu et ensuite descendre, trouver un accès pour descendre, etc. Je bats du tambour en général pendant 12 minutes et les gens font leur voyage. Ensuite, je fais le rappel, ils remontent et ensuite on partage. Et le partage, c'est aussi très très important, que ce soit dans les voyages au tambour, le breathwork, toutes les rituels, toutes les expériences initiatiques. Dans, dans la vision chamanique, c'est très importante le partage derrière, parce qu'en fait, on est tous des miroirs et il y a des personnes dans le cercle qui vont vivre des choses, qui vont entrer en résonance avec nous. Donc parfois, nous, notre voyage, on va avoir l'impression qu'il n'était pas fou, ou on est un peu déçu parce que notre esprit est très exigeant. Et en fait, il y a quelqu'un qui va raconter son voyage et ça va complètement résonner avec nous et il y a presque une guérison qui va s'opérer. Et c'est pour ça que moi, j'adore faire des cercles parce qu'en fait, on est tous des catalyseurs d'expérience et de prise de conscience et ça, c'est vraiment génial. Le programme de la peur au cœur qui nous a... Ouais, il est vraiment très chouette, ce programme. Ah oui, il y a Pascal qui dit que si c'est bien Pascal que je connais, effectivement, ça a été une grande, grande révélation pour toi, le breathwork, c'était chouette. Travailles-tu en chamanisme avec des personnes hypersensibles ou haut potentiel? Oui, en fait, hypersensible, c'est un mot qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces, mais quand on dit qu'on est hypersensible, c'est juste qu'on n'a pas encore la capacité d'accueillir toutes nos émotions, de les transmuter, de les comprendre, de ne pas vivre celles des autres, parce que souvent on va vivre celles des autres parce qu'on n'arrive pas à gérer les nôtres. Donc c'est une question de territoire émotionnel. Donc oui, les hypersensibles, en fait, on est tous hypersensibles en soi. Et les hauts potentiels, oui, oui, j'en accompagne et je connais bien puisque j'en suis une. Et c'est les gens qui ont un cerveau qui va très très vite et qui ont des capacités à s'éparpiller. Et voilà, c'est très très intense au niveau énergétique. Donc effectivement, oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, ce que je propose maintenant, c'est principalement les cercles, les stages, les formations, les retraites. Après, je fais des accompagnements sur du long terme parce que les guidances one-shot, c'est devenu très frustrant pour moi de donner les clés à la personne et de ne pas pouvoir l'accompagner sur du long terme à justement comment incarner en fait ce sur quoi on a mis le doigt. Donc maintenant, je prends que des personnes sur du long terme, sur 4 mois. Là, j'ai un accompagnement qui commence en mai avec Pascal, qui est dans le chat que j'ai vu. Et 5 autres personnes. Et ensuite, j'aurai une autre session en septembre. Il y a une liste d'attente qui a été ouverte pour ça. Et ensuite, je fais des tirages de cartes à distance. Donc ça, c'est ouvert une fois par mois. Les inscriptions, elles partent très vite. Et voilà, je suis en train de réfléchir à une autre formation à la rentrée. Il va sûrement y avoir une formation autour de l'astrologie aussi avec une amie qui est astrologue incroyable. Donc, j'essaie d'accompagner un peu comme je peux à mon niveau, en prenant en compte ma limite de temps et d'énergie, qui est chose qui est très difficile pour moi. Mais en tout cas, voilà, il y a différentes façons ensuite de pouvoir se faire accompagner, que ce soit avec moi ou avec d'autres gens. Même moi, quand je ne peux pas accompagner, parfois j'ai des contacts de plein d'amis praticiens autour de moi, donc je peux aussi recommander. Il n'y a pas de souci si vous avez besoin, en fait, si vous vous sentez appelé, que vous sentez que ce que je fais, ça entre en résonance, n'hésitez pas à m'écrire. Mais si vous avez aussi une problématique à laquelle je ne peux pas répondre, je vous renverrai aussi vers des personnes qui peuvent vous accompagner parce que voilà, on se complète tous, on est plein à faire plein de choses différentes avec des énergies différentes et c'est important aussi de pouvoir se passer la main quand nous, on n'a pas le temps ou la capacité. Bon, les dernières questions avant de vous dire au revoir. Constance qui demande comment ma famille a pris le fait que j'étais praticienne chamanique. Ma mère, au début, elle a eu peur. Elle n'aimait pas trop que je partage des trucs bizarres sur les réseaux sociaux.
Et elle a fini par accepter. De toute façon, elle est connectée, elle est branchée aux anges depuis toujours. Donc, les chiens ne font pas des chats. Et mon père, je crois qu'il ne comprend pas toujours ce que je fais, mais que à partir du moment où ça me rend heureuse et que je suis capable d'en vivre et qu'ils voient que je suis en joie de faire ce que je fais et que ça m'épanouit, ils sont OK avec ça. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils sont OK avec ça. Voilà, je vais essayer de pas trop dépasser l'heure, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. J'étais vraiment ravie de pouvoir répondre à vos questions. J'ai un peu carburé parce que je sais qu'une heure, c'est court pour pouvoir répondre à tout. En tout cas, voilà, je mettrai la conférence en replay pour les personnes qui ont besoin de la réécouter ou pour ceux qui étaient inscrits mais qui ne pouvaient pas être là. Je pense que je vais la mettre sur YouTube. Et, et puis voilà, n'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui vous ont fait écho, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Ce sera toujours bienvenu. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et j'espère que voilà, vous allez continuer à cheminer, à vous écouter, à vous laisser appeler par vos élans, par votre cœur. Et ouais, juste faites ce qui vous met en joie et vous embêtez pas avec des choses qui n'ont pas d'importance. Rappelez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Cheminez avec bienveillance, soyez pas trop dur envers vous. Essayez pas de griller les étapes. Voilà, tout est juste et tout se fera en temps voulu. Je vous embrasse très fort. Passez une très belle soirée et puis à très bientôt. Et avec grand plaisir pour qu'on se croise à une autre occasion. Merci beaucoup. Bonne soirée.